faire un petit topo rapide et puis après on parlera de quand la réalité dépasse la fiction, on va dire. On parlera un petit peu de police scientifique et puis voilà, on ira sur d'autres terrains. Mais si tu veux bien commencer par un petit bilan du constat aujourd'hui de cette omniprésence diversière. Cette omniprésence, évidemment, elle est la marque d'un engouement du public qui est très clair, puisque en quelques années, à la télévision, on a les magazines sur les faits divers et les affaires criminelles se sont accumulés. Dans les années 90, j'ai été un peu pionnier de tout ça sur TF1 avec une émission qui s'appelait Témoin numéro 1. Actuellement, il y a un petit peu plus, je crois, de 20, il y a entre 20 et 22 ou 23 magazines de télévision, toutes chaînes confondues, qui traitent des affaires criminelles. Une qui se rapproche un peu de Témoin numéro 1, puisqu'elle lance des appels à témoins aux spectateurs, c'est l'émission de Poivre d'Arvor, qui a l'originalité de réunir devant les caméras un journaliste et un policier, puisque Jean-Marc Bloch a été pendant longtemps a été un des patrons de la PJ de Versailles. Donc c'est un couple original, parce que ça on le retrouve dans aucune autre émission. Et les autres émissions, c'est du décryptage ou du sensationnel. À la radio, il n'y a qu'un magazine, et il y en a toujours eu un d'ailleurs. Quand j'ai commencé sur ce secteur-là à Europe 1 il y a 5 ans, on était les seuls. Et ça s'appelait Café Crime. Café Crime, voilà, oui, c'est un titre qui m'avait été inspiré par un poème de Prévert, qui est un poème sur un fait divers. Ça s'appelle La Grasse matinée. Je dis ça pour les amoureux de Prévert et qui ont encore dans leur bibliothèque, c'est dans Parole, et c'est l'histoire d'un SDF et qui ne peut pas évidemment atteindre tout ce qui est protégé par les boîtes, par les vitres, par la société en gros, et qui va décider d'attaquer un rentier. Et comme d'habitude dans un fait divers, il l'attaque pour rien, parce que le butin est ridicule, c'est 2 francs à l'époque, 2 francs et quelques, et Prévert fait le décompte, 1 franc 20, café crème arrosé rhum, café crime arrosé sang. Et j'avais trouvé le terme assez joli. Enfin bon, ça c'est de l'anecdote. Alors il y a donc la télévision, il y a un peu la radio, il y a beaucoup aussi internet et les livres. Et les livres, c'est à la fois des documents, là aussi il y a des modes. Ça a été longtemps des livres de journalistes sur des grandes affaires criminelles ou des livres d'historiens, puis sont venus les livres de magistrats et de policiers. Maintenant c'est beaucoup les livres de voyous qui reviennent sur leur parcours et qui assument en plus leur parcours, puisque j'ai eu l'occasion en tant que journaliste d'interviewer quelqu'un comme Jean-Claude Kella par exemple. Jean-Claude Kella, c'est un historique de la French Connection, qui a passé quand même près de la moitié de sa vie en prison, et qui s'est reconverti comme une autre grande figure de la grande criminalité à Marseille, qui s'appelle Tony Cossu, qu'on appelait Tony Languille parce qu'il échappait toujours aux policiers qui le pourchassaient. Tony a sorti un bouquin aussi. Oui, ils se sont reconvertis tous les deux dans la littérature, et je vais dire la bonne littérature, parce que je sais que personne ne l'a retenu la main. Tony Cossu a écrit un bouquin qui s'appelle Taxi pour un ange, qui se passe au Mexique et qui s'inspire évidemment d'une longue cavale qu'il a faite là-bas. C'est un vrai polar. Voilà, et c'est vraiment bien. En plus, et notre confrère du Point avait dit, on l'appelait Tony Languille, maintenant il faudra l'appeler Tony la Plume. Bon, et il avait raison. Il y a ça, il y a évidemment l'internet, où il y a maintenant énormément de sites consacrés aux affaires criminelles en tout genre. Mais en fait, donc ça marque l'intérêt du public, parce que si le public n'en voulait pas, il n'y aurait pas autant d'émissions. Il y a longtemps que les responsables de chaîne seraient passés à autre chose. Et je crois que derrière cet engouement, il y a aussi un sous-chapitre à ouvrir, c'est la police scientifique. Ouais. Parce que ça fait partie de l'engouement des gens à cause des séries comme Les Experts notamment, quoi. Ouais, c'est ça, je voulais. Alors, juste avant de parler de la police scientifique, sur cette pléthore d'émissions télé, je sais pas si vous en avez vu, je suppose que tu en regardes. Moi je trouve que la qualité est quand même très médiocre,
que c'est toujours la même chose, c'est toujours le même mode de narration, c'est parfois, très souvent même, les mêmes images. C'est-à-dire, ils se refilent les images d'une boîte de prod à l'autre parce que c'est pas évident non plus de tourner tout le temps avec la police. Enfin, il y a un moment donné, la police, elle est là pour faire son travail et pas pour accompagner des journalistes tout le temps. En plus, avec des caméras, c'est toujours un peu compliqué. Donc, moi, je trouve qu'il y a un niveau qui est pas très. On a eu des ancêtres. Hein. Nous, on a eu les 5 dernières minutes. On a eu, je sais plus, des émis. Mais dans les magazines, il y a un grand ancêtre. C'était 5 colonnes à la une, qui n'était pas spécialisé fait divers, affaires criminelles, mais quand il y avait une affaire criminelle importante, évidemment, c'était traité dans 5 colonnes à la une. Et moi, je me souviens des images que j'ai pu voir à l'INA, notamment sur l'affaire Dominici, où je crois que c'est Pierre Desgroupes qui interviewe Gaston Dominici dans la cour de la prison de la Santé, et on a installé les caméras dans un appartement qui surplombe la Santé. Donc c'est du son uniquement. Ils avaient vendu à l'administration pénitentiaire que c'était une interview sonore, mais en même temps il y avait la caméra qui venait prendre l'image de Gaston Dominici. Alors dans les séries par rapport à ce que tu dis, bien dans les émissions et dans les séries, il y en a une que je mets un peu à part, qui est pas forcément celle qui fait le plus d'audience, mais c'est Engrenage. Je crois que vous en avez parlé déjà, parce que elle a l'originalité, en tout cas. Soir. Oui, elle a l'originalité d'avoir, en tout cas, comme co-scénariste un commissaire divisionnaire. Ça peut être le pendant un peu au film d'Olivier Marchal aussi. Voilà. Et quand Olivier Marchal fait 36, il est sur une vraie affaire, et là on peut pas critiquer le fait que il ait tordu le cou à la réalité, quoi. Et la plupart des professionnels qui regardent Engrenage disent retrouver en tout cas une certaine proximité, une cohérence avec ce qu'ils vivent au quotidien, mais ce qu'ils vivent au quotidien n'est pas forcément aussi spectaculaire que les chaînes de télévision le voudraient. C'est un des problèmes des scénaristes de cette série, de ce qu'ils m'ont raconté, c'est que la procédure pénale fait partie intégrante de l'intrigue, et à un moment donné ils sont confrontés, c'est quand même de la télé, à un problème de il y a des flics qui font une planque, ça peut durer 8 heures. On va pas filmer 8 heures, du coup comment faire cette planque, comment la faire apparaître dans le montage sans que ça paraisse trop caricatural et sans que ce soit ennuyeux pour le téléspectateur. Donc, Puis il y a les séries scientifiques, les experts. Les experts. Alors la conséquence principale de ça, et tous les policiers en parlent évidemment, et les gendarmes aussi, c'est que ça induit dans l'esprit du public qu'une enquête, ça se règle en 52 minutes, qu'un spécialiste sort de son laboratoire pour aller au contact de la scène de crime et du cadavre, ce qui est évidemment très très éloigné de la réalité. Et quand on voit le policier qui interroge ou qui tapote sur un écran tactile pour avoir tout de suite le numéro de téléphone du suspect numéro 1 et en plus la localisation dans les médias, etc., on est loin de la réalité. Mais en même temps, on est dans une réalité qui est que la police scientifique a commencé par l'ADN, l'empreinte génétique, est maintenant incontournable, alors cette fois-ci dans la réalité des affaires criminelles. Et souvent, quand il n'y a pas d'ADN, il y a des juges d'instruction qui font la moue, en disant vous avez peut-être pas bien fait votre travail. Je peux raconter une petite anecdote à ce propos-là, parce que ça montre quand même, et moi je le dis très souvent dès que j'en ai l'occasion, parce que j'en ai parlé souvent avec des enquêteurs, l'expérience du policier, l'enquête classique demeure quand même, et devrait demeurer un axe primordial des enquêtes. L'ADN n'est pas là pour désigner quelqu'un, ni pour dire à quelle heure il était sur une scène de crime. L'ADN dit que quelqu'un est passé, et encore. Mais il y a évidemment des criminels qui ont aussi un engouement pour les séries télé, pour les magazines. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que des deux côtés, quoi. Et forcément, moi je compare ça souvent à la course dopage, antidopage dans le milieu cycliste, quoi. Chacun essaye, policiers et voyous, d'avoir la petite longueur d'avance qui va leur permettre, pour les uns, d'attraper les criminels, et pour les autres d'échapper à la police. Et il y a une histoire, je vais pas la raconter en détail, mais elle est très frappante, mais elle est très réelle aussi. C'est un
gardien d'immeuble qui est aussi un agresseur sexuel, qui va enlever, séquestrer, violer et tuer une malheureuse jeune femme qui vit dans son immeuble. Et pour brouiller les pistes et pour égarer l'enquête, comme il est gardien d'immeuble, il a accès aussi au local des poubelles et il va trouver dans les poubelles un préservatif usagé et il va se servir du sperme pour le mettre sur la victime qu'il aura préalablement lavé à grande eau dans la baignoire, enfin comme on le voit dans les séries. Et là, on était à deux doigts d'une erreur judiciaire terrible, parce que imaginons que la personne qui avait jeté ce préservatif usagé ait été fichée pour une raison ou pour une autre dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques, eh ben, il était coincé, il aurait été très très mal. Et c'est l'enquête classique des policiers qui ont fait l'environnement de la victime et puis qui ont fait la biographie de tous les gens qui habitaient, vous savez, c'est les cercles, dont on s'éloigne par cercle de la personne. La fameuse enquête de voisinage. Voilà, et c'est là qu'on a pu constater que le gardien, en tout cas, avait eu maille à partir avec la justice pour des agressions sexuelles dans le passé, et il se trouve que c'était bien l'auteur des faits. Et pour l'anecdote, toujours dans le domaine de l'aspiration que peut donner un programme de télé à des gens, pas forcément des criminels, mais quelquefois des gens qui veulent se suicider. Et il y a une histoire qu'on raconte beaucoup aux États-Unis, parce que je ne sais pas si cet épisode des experts est passé en France, mais dans un des épisodes des experts, les enquêteurs avaient à résoudre un suicide, et ils avaient au bout de un meurtre, pardon, et en fait c'était un suicide, et le scénario utilisé par la victime était extraordinaire, puisque il avait accroché son arme à des ballons remplis d'hélium avec une ficelle pour déclencher la gâchette, et ensuite les ballons avaient emmené l'arme à des kilomètres de là, et on pouvait avoir pensé que il avait été assassiné, que les criminels avaient jeté l'arme comme ça dans un fossé. Des experts, c'est ça? Oui, dans un épisode des experts. Et la raison évidemment de cet étrange maquillage, c'est parce que l'assurance vie de la personne fonctionnait s'il y avait agression, mais pas s'il y avait suicide. Et dans le désert du Nouveau-Mexique, il y a un monsieur qui est allé se suicider il y a quelques années en appliquant ce scénario. L'enquête était très rapide parce que là on n'est pas dans une fiction mais dans la réalité. Il y avait un peu de vent, les ballons à l'hélium sont allés dans des cactus à 300 mètres du lieu, et on a retrouvé évidemment les ballons et l'arme du crime. Enfin, tout ça pour montrer qu'il y a cette course un peu à l'échalote. Et il y a également, ça c'est une information qui pas public pour l'instant, dont je compte bientôt parler dans mon émission. C'est une information que j'ai eue de contact sur la région de Marseille, dont on parle beaucoup. Il y a une équipe de braqueurs en ce moment à Marseille qui avait beaucoup de casses, et les policiers ne trouvaient jamais une trace, ni une empreinte, ni une trace génétique, ni une fibre, enfin rien. Et le fin mot de l'histoire, parce qu'ils ont ils ont étudié les caméras de surveillance, c'est que cette équipe de malfrats est équipée comme les techniciens d'investigation criminelle de la police scientifique, c'est-à-dire qu'ils ont des combinaisons, ils ont les cheveux dans des bonnets de chirurgien, ils ont des masques devant la bouche, et mon correspondant, on va dire, m'a dit ils font même mieux que nous. C'est là où c'est intéressant, c'est qu'ils améliorent les techniques. Ils améliorent la technique, puisque quelquefois, malgré toutes ces précautions, il arrive que des scènes de crime soient polluées par les enquêteurs, involontairement évidemment. Et bien là, pour être sûr de ne pas polluer, c'est-à-dire de ne pas donner d'infos pour être attrapés, les manches sont hermétiquement fermées avec de l'adhésif, voilà. Et donc ils se font. Et actuellement, ils mettent en échec les services de police. Bon, ils vont les avoir par d'autres moyens. Bientôt, on va voir les techniciens de la police scientifique avec des scotch sur les scènes de crime, tu penses? Tout est possible, oui. Enfin, je pense que nationale, oui, mais je pense que c'est déjà fait. Ouais. Donc, on parlait que les criminels s'inspirent de la fiction.
Oui, ils brûlent les voitures, ça ils l'ont appris à la télé ou en lisant des reportages, ils changent de puce de téléphone, ils les utilisent au coup par coup, voilà, etc. À tel point que dans les enquêtes maintenant, souvent sur la téléphonie par exemple, les policiers considèrent que c'est une information de ne plus pouvoir localiser quelqu'un qui a fermé son téléphone et retiré la batterie avant de faire un casse. Ah oui, maintenant ça s'inverse. Voilà, mais la téléphonie sert aussi à ça, quoi. Voilà, excuse-moi. Non, mais tu me disais que donc là on est dans la réalité qui est inspirée par la fiction, et tu disais que la réalité dépassait aussi. La fiction dépassait parfois la réalité et inversement. Tu avais une anecdote, je crois. Oui, là, non, on dit toujours que la réalité dépasse la fiction. Quelquefois, un certain nombre de fictions peuvent nous laisser penser le contraire, mais en général, je voulais dire, la réalité est toujours là. C'est un médecin légiste qui s'appelle Michel Sapanet qui m'a raconté cette anecdote qu'il avait racontée d'ailleurs dans un livre de souvenirs. Les chroniques d'un médecin légiste. Voilà, exactement. Et un jour, il est appelé par la gendarmerie sur une scène de crime. Ça se passe dans la campagne, dans une cour de ferme désaffectée, et on trouve le cadavre d'un homme qui a appelé sa femme le matin en disant: je vais aller dans cet endroit, mais on me dit que c'est mal fréquenté, qu'il y a des gitans, si je te rappelle pas dans une demi-heure, appelle la police. Et évidemment, il rappelle pas, elle appelle la police. Il y a des gitans qui vont être embêtés longuement au début de l'enquête. Et la scène de crime, c'est que la victime a les mains liées, elle a une corde autour du cou, cette corde est attachée au pare-choc de la voiture, il a été traîné sur 200 ou 300 mètres et la voiture s'est arrêtée dans un fossé, moteur calé, et les constatations donc des gendarmes vont dans le sens de l'affaire criminelle classique. On a voulu extorquer quelque chose à ce type, on a voulu le punir et on l'a traîné de façon vraiment sauvage. Ouais, c'est un mode opératoire qui sent quand même le règlement. Voilà. De compte. Et Sapanet arrive, jette un petit. Et ce qui est très important pour la suite, c'est que la portière de la voiture est fermée, parce qu'on se dit, s'il avait voulu, mais personne n'y avait pensé, sauf Sapanet qui, en jetant un œil à l'intérieur de la voiture, voit un morceau de branchage sur le plancher qui se termine en V, comme ça, il se dit ça doit être possible, le type a dû essayer d'appuyer sur l'accélérateur, de bloquer l'autre bout du morceau de bois sur le volant, et puis voilà. Sauf que les gendarmes disaient oui, mais à ce moment-là, la portière reste ouverte. Et ils vont faire une reconstitution, 2 reconstitutions, 3 reconstitutions, et la portière reste ouverte quand la voiture part ouverte, ou fermée quand elle part fermée, mais fermée, ça peut pas être la victime. Et en fait, Sapanet demande à voir les premières photos qui ont été faites à l'arrivée des enquêteurs sur la scène de crime. Et qu'est-ce qu'on va découvrir? Que sur le trajet de la voiture, il y avait une tige métallique d'un mètre 10 ou 1m20, et que les enquêteurs l'avaient retirée pour pouvoir travailler plus tranquillement, rechercher des indices plus tranquillement. On a remis en place cet obstacle, et on a refait l'expérience. Et là, c'était formidable, puisque en passant à côté, la porte se refermait, se claquait. Et là, la raison, donc on est bien dans la réalité, la raison, c'était aussi parce que l'assurance vie, il voulait que sa femme profite de l'assurance vie, et il avait décidé, et ça n'aurait pas fonctionné si c'était un suicide. Et ça n'a donc pas fonctionné. Voilà. Donc si vous voyez ça dans un roman, on peut vous dire, dans une série, que l'auteur est complètement fou, mais en fait non. Alors il y a ça, il y a cette lecture-là, et il y a l'autre. Vas-y. Quand tu m'as parlé de ce thème des médias, il y a aussi le fait que, alors c'est plus le cas des magazines, évidemment, soit d'actualité, soit des magazines de programmes, c'est la cohabitation obligatoire. C'est là où je voulais en venir. Avec les enquêteurs. Soit même des relations police-médias particulières. Oui, alors, avec des il y a une raison pour lesquelles, d'abord, la presse a bonne presse, c'est le cas de le dire, c'est qu'on est considéré toujours comme des gêneurs, ou comme des gens qui sont susceptibles de lâcher une information qui va plus que polluer l'enquête. Alors, on peut prendre un exemple. Moi, j'ai eu un jour
en émission droit à une colère historique du juge Thiel, un juge antiterroriste, qui avant d'être juge antiterroriste était juge d'instruction et avait eu à mener l'instruction sur Guy Georges. Et Guy Georges, bon, on ne va pas refaire l'histoire, mais qui avait échappé très longtemps aux enquêteurs parce qu'il y avait plusieurs groupes d'enquête qui travaillaient sur des faits entre lesquels il n'avait pas fait de lien. Et le lien, c'était Guy Georges. C'est emblématique sur le fonctionnement de la police, mais sur le fonctionnement aussi des médias et des relations police-médias, parce qu'il y a eu quand même... Alors voilà, et donc il y a un journaliste d'RTL, en l'occurrence, qui va obtenir l'info d'un de ses contacts policiers et qui va balancer, je dois le dire assez irresponsable évidemment, il va balancer le nom de Guy Georges en disant le tueur de l'Est parisien est identifié, il s'appelle Guy Georges. Et Guy Georges n'a pas été arrêté à ce moment-là. Donc quand les policiers et quand le juge ont appris ça, ils étaient très très mal. Il se trouve que Guy Georges n'écoutait pas la radio, et en tout cas pas RTL, et qu'il s'est fait attraper. Mais donc, ça explique un peu la nervosité quelquefois, la difficulté des contacts entre les policiers et les journalistes. Il y avait eu un précédent avec l'affaire Grégory aussi, où le rôle des médias là est... Je crois que c'est l'exemple, c'est le cas d'école évidemment. Si on veut dire du mal de la presse, là on a le droit de le dire. D'ailleurs, Laurence Lacour, qui est une de nos consoeurs, qui a suivi l'affaire Grégory à l'époque, a changé de métier après, et elle a écrit un livre que je vous recommande de lire. C'est un gros bouquin qui s'appelle Le bûcher des innocents, où elle raconte, elle dit là vraiment la presse quelquefois doit se regarder dans la glace et essayer de ne pas faire ça. Mais dans cette affaire Grégory, il n'y a pas eu que ça. Il y a eu le coupable forcément coupable dans l'IB, l'article de l'IB. Le juge n'est pas net non plus. Il y a eu les relations du juge avec les journalistes, un juge qui aimait bien voir sa photo dans le journal. Il faisait l'instruction dans les médias. Voilà. Et il y a aussi un rôle quand même joué par les médias dans l'assassinat de Bernard Laroche, quoi. Voilà. Donc ça, je crois que c'est un mauvais souvenir pour tout le monde, et que maintenant les choses sont beaucoup plus codifiées. Et au-delà de ça, pour l'enquête pure, la scène de crime, l'endroit où on aurait peut-être pu trouver des traces de la voiture qui aurait amené l'enfant qui a été retrouvé dans la Vologne, cet endroit a été piétiné par les badauds, par les journalistes, par les gendarmes, enfin par tout le monde, quoi. Voilà. Donc mauvais souvenir en fait. Voilà. Il y a j'allais dire en souvenir un peu plus positif, mais enfin c'est l'affaire Émile Louis. Oui, alors l'affaire Émile Louis, c'est un peu un ovni. Ouais, et puis toi, tu es partie prenante. Mais avant de parler de l'affaire Émile Louis, parce que ça, je l'ai vécu vraiment à la fois à cause de l'affaire Émile Louis, mais surtout à cause de Témoin numéro 1 à l'époque, où on proposait aux spectateurs d'intervenir dans une affaire en panne, en apportant éventuellement, par le biais du téléphone, des informations qui pouvaient éventuellement permettre de relancer les enquêtes. Certains juges, beaucoup de juges, presque un tiers des juges d'instruction s'est servi de cette émission pendant un peu moins de 4 ans. Puisqu'il n'y avait pas d'émission sans réquisition judiciaire, à notre demande. C'est-à-dire que nous, pendant cette série d'émissions, on n'a jamais choisi les affaires. Les affaires étaient proposées, évidemment. Oui, mais c'est parce que vraiment en lien avec les enquêteurs. En fait. Oui, c'est-à-dire que c'était une volonté de notre part, parce que bien sûr avant que on nous accuse éventuellement de favoriser peut-être de la délation. Il n'y a jamais eu de délation. Quand les gens appelaient pour donner leurs informations, prenaient leur nom, leur numéro de téléphone, on vérifiait, on rappelait, et les gens savaient que ces informations-là étaient données soit à un juge d'instruction, soit à un procureur de la République. Bon, donc s'il y a délation, c'est puni par la loi et les gens auraient été sanctionnés. Et donc il y avait ça. Il y avait l'idée évidemment que les demandes allaient venir des familles et des avocats, mais on demandait ensuite l'aval de la justice. C'est-à-dire, est-ce que les magistrats, en conscience, pensaient que l'émission pouvait leur apporter quelque chose? Bon, on a fait 34 émissions à raison de à peu près 4 affaires par émission. Ça fait entre 120 et 140 juges d'instruction ou procureurs de la République qui ont donc requis à notre demande l'émission pour ça. Mais à l'époque, il y avait une très grosse résistance des services d'enquête et
plus de la police nationale d'ailleurs que de la gendarmerie, qui était plutôt favorable. Et j'en ai parlé évidemment avec des inspecteurs, des commissaires, pour dire mais pourquoi cette réticence? Et l'explication, elle valait la peine d'être donnée. D'ailleurs, on l'a donnée dans une émission spéciale. Les affaires étaient vieilles de 5, 6, 7, 8, 10 ans. Elles étaient dans la période de prescription pour la majorité d'entre elles. Tout ce que humainement on pouvait faire avait été fait, et donc les policiers considéraient que c'était une perte de temps. Et la réalité du métier de policier, c'est que les affaires s'accumulent et qu'il y avait beaucoup d'autres affaires sur leur bureau qui attendaient à cause, disait-il, donc d'une émission de télévision. En fait, c'était simplement parce que il est insupportable aussi pour les victimes qu'une enquête n'aboutisse pas. Ça, c'était notre point de vue, quoi. Voilà. Mais donc cette friction, elle vient de là. Elle vient aussi, et ça c'est très humain, c'est que personne n'a envie que quelqu'un d'étranger à sa fonction vienne mettre son nez pour constater que il y a eu des erreurs. Et bien sûr qu'il y a eu des erreurs. Ça, c'est le rôle du journaliste aussi c'est comme ça. Ce qui peut être compliqué après dans les relations qu'on peut avoir avec des sources policières. Alors, moi, ce que j'ai retiré de ça, c'est que la cohabitation, elle est, de toute façon, elle existe. Mais elle peut être plus harmonieuse, on va dire, si chacun reste à son rang, si on met les choses sur la table et si on travaille en transparence, si les policiers ou les magistrats peuvent ne pas penser qu'il y a un piège quand on les invite dans une émission. Et puis maintenant, tout ça est quand même beaucoup plus structuré, donc ça veut dire que côté police, côté gendarmerie, on a compris que l'image et la communication c'était aussi très important. C'est pour ça que très souvent, et les juges d'instruction le font, convoquent la presse pour les amener sur les lieux, pour faire le point des enquêtes quand il y a un gros impact sur l'opinion. Et nous, de notre côté, quand on invite un enquêteur de la police nationale ou de la gendarmerie, on passe par soit le ministère de l'Intérieur, ou soit le CIRPA gendarmerie, donc c'est les services dédiés qui donnent leur autorisation, y compris au plus haut gradé. Et de toute manière, ils ne peuvent pas venir tout seuls. Enfin, il leur faut une autorisation, ils ne viennent pas parler. Il y a aussi c'est là où ils progressent aussi beaucoup, c'est que de plus en plus ils font du média training. Quand vous voyez un juge, ils savent mieux s'exprimer. Oui. Je peux vous le dire parce que j'y ai participé une fois. Donc voilà, les écoles de journalisme, c'est là où moi ça commence à me poser un petit problème, c'est qu'il y a des journées. Alors moi j'enseigne à l'IPJ, mais c'est valable pour le CFJ et pour d'autres écoles. Aussi, il y a des journées justice dans ces écoles de journalisme qui sont en fait faites avec l'accord du ministère de la Justice qui fait venir des magistrats pour faire du média training avec nos étudiants en fait. Donc on les met en situation de crise, on les met, voilà. Et là, moi, c'est là où ça commence qu'ils fassent du média training, il n'y a pas de problème, mais qui se payent une formation de média training. Là, le côté, je viens dans l'école de journalisme pour la faire, enfin, ça commence à être problématique, je pense. Le média training, c'est ce que font les gendarmes, mais dans le cadre de leur institution. Sans journaliste, c'est-à-dire qu'il y a je sais pas, on a le temps, je raconte ça très rapidement, je ne vais pas occuper trop le terrain, mais il y a eu, il y a 1 an et demi, j'avais fait une enquête sur l'IRCGN, les laboratoires de police scientifique de la gendarmerie, qui m'ont ouvert les portes des labos, j'ai pu parler à tous ceux avec qui je voulais parler. Et je leur avais dit, voilà, je ne veux pas faire un manuel de police scientifique, je voudrais qu'on reprenne des affaires, soit qui ont pu être résolues largement grâce à l'intervention de la police scientifique, soit qui vous a mis en échec, soit qui vous a fait avancer parce que vous n'aviez pas les outils. Et une histoire qui a failli tourner à la catastrophe pour les spécialistes de police scientifique de la gendarmerie, c'est la tuerie de Montfort. C'est 2 couples de Néerlandais qui avaient une maison je crois dans le Gers ou quelque part par là, avaient été assassinés, on les a retrouvés dans leur maison, et le suspect numéro 1 de l'histoire était un voisin qui travaillait au noir, dont on avait trouvé l'ADN, une trace de sang sur les bâillons qui avaient servi à ligoter les victimes, etc. Mais il y avait d'autres éléments plus classique dans l'histoire. Mais il y avait cette
ce point très important, et ils avaient trouvé des empreintes de pas, des empreintes de chaussures, de semelles de chaussures sanglantes. Il y en avait 18 ou 20 dans la maison, donc pour eux c'était très important, et ils avaient réussi à trouver la marque de chaussures, la taille évidemment, et surtout ils avaient comparé les marques d'usure qui étaient perceptibles avec les marques d'usure des chaussures du suspect numéro 1. Donc ils sont allés au procès, disons, avec beaucoup de tranquillité, en disant, là on a des éléments, en tout cas de police scientifique, vraiment incontestables. Et au moment où l'expert de la gendarmerie a commencé à parler, il a parlé des chaussures, l'avocat s'est levé en disant, attendez monsieur, vous moquez pas de nous, quoi. Des chaussures de marque Bata, taille 42, il y en a 5000. Et l'expert n'a pas eu le temps de dire oui, mais attendez, il y a les marques d'usure où il l'a murmuré, et l'avocat a balayé le truc en disant oui, bien sûr, mais enfin, si on commence à couper les cheveux en quatre, où est-ce qu'on va? C'est pas de la science, c'est du cirque. Ça a été dit. Bon. Et donc, et il se trouve que la personne en question, Kamel Ben Salah, a été condamné à l'issue de ce premier procès à perpétuité, mais c'était plus sur les autres éléments de l'enquête, et peut-être aussi sur le fait que c'était pas un accusé extrêmement sympathique, quoi. Bon. Qu'est-ce qu'ont fait les gendarmes? Parce qu'il y a eu un appel, évidemment, du parquet. Et ils se sont dit, mais il faut qu'on prépare ça mieux. Donc ils ont décidé, que les experts n'allaient plus dans les cours d'assises en uniforme, mais en complet veston, parce qu'ils avaient constaté que le port de l'uniforme n'était pas crédible, on va dire, pour les jurés. En tout cas, on peut pas à la fois avoir. On pense toujours aux gendarmes qui est au coin de la rue pour tirer des points sur votre permis de conduire. Donc maintenant, ils viennent en civil, et en même temps, ils ont créé un coordinateur. Ils appellent ça le co-crime, qui est quelqu'un qui a toujours un peu de recul sur l'enquête et qui, en l'occurrence, va briefer et entraîner les experts pour savoir comment ils doivent se comporter, et c'est là aussi, ils font des simulations avec des avocats qui posent des mauvaises questions, etc. Et à l'appel, en tout cas, ils ont pu effectivement, en tout cas, délivrer à la cour les expertises qu'ils avaient faites, quoi, voilà. Donc c'est un exemple parmi d'autres, mais et donc ça veut dire qu'ils tiennent compte aussi des médias. Oui, et les médias parfois jouent aussi un rôle. Enfin, c'est pas évident. Nous, en tant que journaliste, les sources policières, c'est compliqué. Enfin, il faut. Alors, il y a le off, il y a le on, il y a. Voilà, mais alors après, justement, après, on parle des PV. Enfin, on retrouve des PV. Alors voilà, c'est ce que qui arrive. Enfin, là pour moi, c'est même plus du journalisme d'investigation. C'est ce que j'allais dire. Les PV, ils arrivent par fax ou soit par mail. Il faut pas faire trop d'angélisme non plus. C'est sûr que la prescription d'innocence, déjà, elle prend un coup dans l'aile quand quelqu'un est amené avec des menottes dans un box. Enfin, ça, c'est un large débat. En même temps, le secret de l'instruction, c'est aussi souvent un secret de polichinelle. Donc voilà, quoi. Donc, il suffit d'être copain avec un avocat. Enfin, c'est tout simple. Hein. Vous connaissez un greffier, vous connaissez un avocat. Oui, mais non, il y a des gens qui sont. On reçoit les dossiers complets. Quoi. Quelqu'un qui est mis en cause ne peut pas être accusé de violation du secret d'instruction. Ce sont les magistrats, les avocats, les journalistes qui le sont, mais pas les mis en cause. Et à l'inverse, il y a le secret d'instruction, et côté média, il y a le secret des sources qui est de plus en plus difficile à préserver. Et là, on sort d'une période où c'était un petit peu compliqué. Oui, il y a quand même des journalistes, les fadettes, quand même des journalistes d'un grand quotidien qui étaient mis sur écoute. Alors là, on est justement sur le fait que les progrès de la police scientifique ont permis d'arriver pas loin d'une maîtrise quasiment absolue des moyens d'investigation sur une personne qui est pas forcément, qui ne devrait pas forcément être l'objet de ces recherches. Hein, entre les caméras de surveillance, les écoutes téléphoniques, les fadettes, j'en passe, et des meilleurs. Ça complique les choses. Et je voudrais juste terminer en disant qu'il y a quand même une vraie prise de conscience
des dérives qui pourraient arriver et qui pourraient inciter à ne pas pousser à l'extrême la recherche en police scientifique. Ça concerne l'ADN notamment, parce que, alors on a coutume de dire si l'affaire Grégory s'était passée la semaine dernière, elle aurait été résolue en 8 jours, ça, moi je demande à voir quand même, mais on aurait certainement eu quand même un certain nombre d'informations qu'on n'a pas eues à l'époque, mais en même temps maintenant on peut amplifier des traces biologiques de façon à aboutir à une partie ou à une totalité d'empreintes génétiques. Je crois que il y a 10 ou 15 ans, il fallait 500 nanogrammes de matière pour sortir une empreinte génétique. Maintenant, il faut 1 nanogramme. Mais est-ce qu'un nanogramme, c'est sérieux? Alors, c'est ça la question que se pose un certain nombre de gens. Moi, on m'a raconté une histoire. C'est un commissaire divisionnaire d'une scène de crime où, ils arrivent. Il n'y a pas d'empreinte, il n'y a pas d'ADN nulle part, sauf une trace infime dont on ne sait pas ce que c'est, mais il la relève quand même sur un verre. Il y a une bouteille et 2 verres. Et on l'envoie au laboratoire parce qu'on sait que voilà, maintenant on peut amplifier. On amplifie, on aboutit à une empreinte, on la met dans le fichier national et bingo, on arrive à quelqu'un qui est déjà fiché pour d'autres affaires. Et cette personne, quand on arrive chez elle, dit aux flics, quoi, c'est pas moi. Et ce commissaire me dit, mon expérience me fait que j'ai compris dans la seconde que ce type disait la vérité. Bon, mais en général, tous les accusés disent c'est pas moi, mais là, il a compris que c'était pas lui. En plus de ça, la personne avait un alibi extrêmement crédible. Et le fin mot de l'histoire, c'est qu'il avait été au contact de l'assassin dans un bistrot, il s'était serré la main. Donc c'était un ADN de contact qui avait été déposé. Alors là, il y a un vrai mystère, parce que comment on peut toucher un verre, laisser l'ADN de contact et pas le sien? En tout cas, c'est ce qui s'était passé. Comme quoi, la réalité est toujours supérieure à la fiction. Juste pour finir, avant de passer la parole à la salle, je pense que vous avez peut-être des questions. Les relations, parce que là on a dressé un tableau peut-être un peu noir sur les relations entre les médias et la police. Il y a quelque chose d'important à dire aussi, c'est que les médias, c'est souvent les seuls à prendre en compte peut-être les victimes. Bien sûr. Aussi, on parle souvent des criminels, quand on fait du fait divers, on a souvent tendance à... Enfin, moi je le vois aussi personnellement, c'est vrai que c'est grisant d'aller interviewer un mec de la Dream Team qui faisait les fourgons blindés. Enfin, voilà, c'est plus marrant à faire que d'aller interviewer un flic, quoi. Bon, mais on oublie aussi souvent les victimes. Oui, mais bon, de ce côté-là, je crois qu'on a fait, oui, bien sûr, mais je crois que peut-être les médias ont contribué à ça. C'est-à-dire, ce qui est terrible pour les victimes, c'est d'avoir l'impression de ne pas être entendu. Ouais. C'est que le temps judiciaire n'a rien à voir avec évidemment le temps journalistique, ça on le sait, mais non plus avec le temps. Quand on est au cœur d'une affaire, on a une double peine, quoi. On a la peine d'avoir perdu quelqu'un et on a la peine de voir que l'enquête n'aboutit pas ou n'aboutit pas aussi vite. Et souvent, il y a une troisième peine qui est judiciaire, celle-là, c'est que les victimes veulent toujours que les auteurs soient condamnés au maximum de la peine, et c'est pas toujours le cas. Bon, on a parlé il y a 2 jours avec une jeune femme qui a été violée par un personnage qui ensuite a été condamné à 10 ans de prison, ce qui était déjà énorme, d'après ses avocats. Ils attendaient 3-4 ans. Mais après, ça a créé une énorme polémique sur la récidive, puisque ce personnage qui s'appelait Alain Penin a récidivé et a tué Natacha Mougel, la joggeuse à Marc-en-Barœul. Donc, à un moment, et c'est pour ça que nos émissions se sont développées, qu'un certain nombre de magazines se sont développés en télévision, c'est que les seuls qui prêtent une oreille intéressée bien sûr, mais une oreille et une prise en considération de la douleur, c'était les médias. Et maintenant, je pense que du côté de la justice et des enquêteurs aussi, parce qu'il faut pas, comment dire, trop noircir effectivement le tableau. Il y a beaucoup d'enquêteurs qui laissent leur téléphone personnel, tiennent au courant les victimes. Bon, ils le crient pas sur les toits, c'est pas toujours bien vu de leur hiérarchie ou de la magistrature, mais ça se passe quand même. Et je pense que là, de ce côté-là, on a fait beaucoup de progrès. Mais les victimes de leur côté, mais là, on est dans un autre domaine. Là, on n'est plus dans les médias, souhaiterait des aménagements de la loi pour que les victimes aient plus la voix au chapitre, notamment à l'occasion des réunions de commission pour les remises de peine, quoi. Est-ce qu'il y a des questions ?